Et si l'un des monuments les plus célèbres de l'histoire de l'humanité n'avait jamais été ce que nous pensions qu'il était, la Grande Muraille de Chine, qui s'étend sur plus de 13 000 miles à travers montagnes, déserts et vallées oubliées, est considérée depuis des siècles comme le symbole de la protection, du pouvoir et de la volonté inflexible de l'homme. Pourtant, cette image commence à se fissurer, car lorsque des chercheurs ont récemment utilisé des scanners LIDAR modernes et confié l'analyse des gigantesques volumes de données à une intelligence artificielle, quelque chose est apparu qui ne correspondait pas à ce qu'on nous a toujours raconté. Ce qui ressemblait au départ à une simple opération de cartographie s'est rapidement transformé en une découverte capable de tout changer. Sous la pierre, la terre et les débris, des structures, des cavités et des formations artificielles sont soudain apparues, apparemment bien plus anciennes que la muraille visible elle-même. Et plus les scans pénétraient profondément dans le terrain, plus l'image devenait énigmatique, comme si la muraille n'était que la couche supérieure de quelque chose délibérément dissimulé. Si ce genre d'histoire cachée te fascine, alors reste bien attentif maintenant. Et si tu veux en découvrir davantage sur ces révélations historiques mystérieuses, soutiens la vidéo avant que ce type de sujet ne disparaisse à nouveau quelque part. Car ce qui arrive ensuite ne ressemble pas à une simple erreur dans les livres d'histoire. Cela ressemble à quelque chose qui est resté sous silence pendant des siècles. Quelque chose qui aurait pu se trouver juste sous l'un des monuments les plus connus de la planète. Quelque chose dont personne ne parle vraiment ouvertement jusqu'à aujourd'hui. Mais avant d'en venir au résultat du LIDAR, il faut d'abord déconstruire une image que presque tout le monde a en tête. Quand la plupart des gens pensent à la Grande Muraille, ils imaginent les sections célèbres près de Pékin. Des chemins de pierre parfaitement restaurés. Des tours de guet qui se découpent nettement dans le ciel. L'image imposante digne d'une carte postale que l'on retrouve sans cesse dans les documentaires, les guides touristiques et les manuels scolaires. Pourtant, cette image est trompeuse, car elle ne représente qu'une infime partie de ce qu'est réellement la Grande Muraille. Moins de 10% de sa longueur totale correspond à cet aspect restauré bien connu. La majorité se trouve loin des itinéraires touristiques, effondrés, enfoncés, enfouis sous des champs, des forêts et du sable. Des sections entières se sont littéralement fondues dans le paysage au fil des siècles. Des paysans ont utilisé ces briques pour construire leurs maisons. Le vent et l'érosion ont entièrement avalé de longues portions. Et certaines parties, et c'est là que cela devient crucial, n'ont pas seulement été recouvertes par la nature. Elles ont été délibérément ensevelies. Pas par hasard, pas seulement à cause du temps, mais possiblement par les mêmes personnes qui ont participé à sa construction. Et c'est précisément à ce moment qu'émerge une question qui intrigue les chercheurs depuis des décennies. Pourquoi quelqu'un enterrerait-il une structure qui a demandé un effort colossal ? Pourquoi cacher quelque chose qui devait justement démontrer la puissance ? La réponse suggérée par les nouveaux scans n'était en tout cas pas celle à laquelle on s'attendait. Le LIDAR signifie détection et télémétrie par la lumière. En termes simples, le système envoie des millions d'impulsions laser par seconde vers une surface. Ces impulsions rebondissent et le temps qu'elles mettent à revenir permet de créer un modèle tridimensionnel du terrain. Avec l'aide de l'intelligence artificielle, il devient possible de détecter, même sous une végétation dense, sous une couche de terre meuble ou sous des dépôts vieux de milliers d'années, des motifs invisibles à l'œil nu. Cette technologie a déjà permis de révéler des villes englouties sous la jungle cambodgienne, de mettre au jour des réseaux de colonies mayas inconnus et de retracer d'anciens axes de circulation en Europe invisibles depuis des siècles, mais à une telle échelle, elles n'avaient encore jamais été utilisées. Sur la Grande Muraille, pas avec une telle précision, pas avec une telle profondeur d'analyse, et surtout pas sur ces sections oubliées et non restaurées où les véritables secrets étaient supposés se trouver. Lorsque les équipes de recherche ont finalement équipé des drones de ces systèmes et ont commencé à survoler systématiquement les zones reculées, l'atmosphère a changé brusquement. Ce qui semblait d'abord être de simples données topographiques s'est transformé en quelque chose qui a laissé même les scientifiques les plus expérimentés sans voix. Peu à peu, un modèle tridimensionnel est apparu sur les écrans, révélant non seulement la structure connue, mais aussi quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Directement sous la muraille visible, à une profondeur d'environ 4 à 5 mètres, une seconde structure s'est dessinée. Pas une simple fondation, pas un système de drainage, mais une construction autonome et continue. Cette seconde muraille suivait le tracé de la surface connue. Elle possédait ses propres espaces, des couloirs allongés et, à intervalles réguliers, des zones qui ressemblent
qui ressemblaient à des passages fermés. C'était comme si quelqu'un avait caché une installation complète sous la muraille principale. Et le plus troublant n'était pas seulement son existence, mais le fait qu'il n'existait aucune trace historique de celle-ci, aucune carte ancienne, aucune chronique, aucune tradition orale. Rien n'indiquait qu'une structure parallèle s'étendait sous la muraille sur de longues distances. Et pourtant, elle apparaissait clairement dans les modèles. La discussion a commencé immédiatement. Certains chercheurs ont supposé qu'il pouvait s'agir d'une phase de construction antérieure, une sorte de plan initial recouvert plus tard lorsque les méthodes ont évolué. Mais d'autres ont contesté cette idée. Ils ont souligné la présence d'accès réguliers, qui semblaient davantage relever d'un système planifié que des restes d'un projet abandonné. Pour eux, tout indiquait que cette structure avait une fonction totalement différente, non pas défensive, mais dissimulée. L'idée qui en a émergé était aussi fascinante qu'inquiétante. Un réseau souterrain permettant de se déplacer le long de la muraille sans être vu depuis la surface. Pas à l'extérieur de la frontière, mais directement en dessous, au cœur même de l'une des structures les plus surveillées du monde de l'époque. Et cela soulevait une nouvelle question, encore plus difficile que la première. Qui était censé utiliser ces passages? Et pourquoi tant d'efforts ont-ils été déployés pour les cacher à jamais? Alors que les drones poursuivaient leur trajectoire, l'analyse a révélé un autre détail tout aussi mystérieux. Plusieurs tours de guet, qui semblaient totalement ordinaires de l'extérieur, présentaient à l'intérieur des structures incompatibles avec les plans connus. De l'extérieur, elles ressemblaient à n'importe quel poste d'observation. Carrées, massives, fonctionnelles. Mais les modèles internes racontaient une autre histoire. Au lieu d'espaces ouverts avec escaliers et ouvertures, on trouvait des chambres fermées, des zones compactes, complètement isolées, sans entrée visible, sans fenêtres, sans connexion avec l'extérieur. Ces tours n'étaient pas des points d'observation, c'étaient des espaces scellés en pierre, et leurs dimensions correspondaient étrangement à celles de cellules confinées. L'intelligence artificielle a comparé ces mesures à des données archéologiques provenant d'autres régions et est arrivée à une conclusion que beaucoup hésitaient à formuler. Ces espaces auraient pu être destinés à des êtres humains, pas pour du stockage, pas pour des armes, mais pour l'enfermement. Dans d'anciens récits, on trouve sporadiquement des mentions de pratiques où des individus considérés comme dangereux étaient enfermés dans des constructions. Pendant longtemps, ces récits ont été considérés comme des exagérations ou des légendes, mais les nouvelles données les plaçaient soudain sous un autre jour. Peut-être n'était-il pas exagéré, peut-être simplement incomplet. En parallèle, un chiffre revenait sur le devant de la scène, un chiffre que beaucoup connaissent sans vraiment le saisir. Les estimations suggèrent que pendant les différentes phases de construction de la muraille, plusieurs centaines de milliers de personnes ont perdu la vie. Certains parlent même de près d'1 million, un nombre presque inconcevable. Pendant des siècles, la même question revenait sans cesse. Que sont devenues toutes ces personnes? Pendant longtemps, il n'y avait pas de réponse claire. La muraille traverse certaines des régions les plus isolées d'Asie, où des enterrements massifs auraient été difficiles à organiser. Les récits historiques évoquaient vaguement des fosses communes près des chantiers. Dans les villages le long de son tracé, on racontait que les morts avaient été intégrés directement dans la muraille, que les os et les corps faisaient partie de la structure mêlée à la terre et à la pierre. Beaucoup d'historiens considéraient ces histoires comme symboliques, une expression de la souffrance plutôt qu'une vérité littérale. Mais les nouvelles données rendaient cette interprétation incertaine. Dans plusieurs sections, notamment à la base, les modèles tridimensionnels révélaient des densités inhabituelles dans le sol, des motifs répétitifs, des profondeurs régulières, des zones concentrées de matière distinctes de l'environnement. L'intelligence artificielle les a classés comme des dépôts organiques possibles, pas dispersés au hasard, mais organisés de manière systématique. Cela ne ressemblait pas à une série de tombes classiques, plutôt à des accumulations formées pendant le processus de construction, comme si les personnes n'avaient pas été enterrées après leur mort, mais étaient restées là où elles étaient tombées. Dans certaines zones, les données suggéraient même que la muraille avait été construite autour de ces emplacements, ou que le chantier avait simplement continué, laissant les corps sur place. Cette idée a réduit au silence même les chercheurs les plus aguerris. Un ancien surnom de la muraille a alors pris un sens nouveau. On l'appelait autrefois la plus longue tombe du monde. Pour beaucoup, ce n'était qu'une image, une exagération. Mais ce que montraient les modèles rendait ces mots terriblement concrets. Non plus comme une métaphore, mais comme une possible réalité. Et puis est venue la découverte qui surpassait tout ce qui avait été vu jusqu'alors. Et puis est venue la découverte qui dépassait tout ce qui avait été observé jusque-là.
Dans une zone difficile d'accès, très éloignée des itinéraires connus, sous une section effondrée de la muraille, le modèle a révélé quelque chose que personne n'attendait. Un vaste complexe souterrain s'étendant sur une surface immense. Pas une simple chambre, pas un tunnel isolé, mais un système complexe de pièces reliées entre elles. On distinguait des structures qui ressemblaient à des rues, des zones nettement délimitées, évoquant des espaces d'habitation. De grandes surfaces ouvertes interprétées comme des lieux de rassemblement ou d'anciens entrepôts. Le tout caché sous une épaisse couche de terre, totalement invisible depuis la surface. Des plantes poussaient au-dessus comme s'il n'y avait rien en dessous. Le sol lui-même ne trahissait rien. Et pourtant, tout indiquait que quelque chose s'y était maintenu pendant une très longue période. Les dimensions de ce complexe étaient considérables. L'analyse laissait penser qu'il aurait pu accueillir un très grand nombre de personnes, peut-être plusieurs milliers. Des indices laissaient entrevoir la présence possible de points d'eau, de conduites d'aération habilement intégrées au paysage, de zones de stockage où des réserves avaient pu être conservées autrefois. Tout semblait planifié, réfléchi, structuré. Immédiatement, le débat a commencé au sujet de la fonction de cet endroit. Certains y voyaient un espace stratégique de repli, un poste de commandement caché, dans lequel des responsables militaires auraient pu se protéger et coordonner leurs actions en cas de crise. Mais d'autres, en observant exactement les mêmes données, sont arrivés à une conclusion bien plus sombre. Les accès étaient étroits, difficiles à atteindre, les chemins compliqués. L'aération pouvait en théorie être bloquée assez facilement. C'était un lieu dans lequel on pouvait entrer, mais peut-être pas si facilement ressortir. Alors que l'analyse se poursuivait, le système a détecté un détail que personne ne cherchait activement. Dans le sol de certaines pièces apparaissaient de fines traces de pression, conservés pendant des siècles sous le poids de la terre accumulée au-dessus. Des motifs suggérant qu'un grand nombre de personnes s'y étaient autrefois tenues, non pas réparties uniformément, mais regroupées le long des bords des espaces, comme si elles s'étaient retirées contre les murs, serrées les unes contre les autres, presque immobiles. En plus de cela, de longues marques étroites apparaissaient, allant du centre des pièces vers des zones fermées, des lignes qui ressemblaient à des traces de frottement. L'intelligence artificielle les a décrites de manière neutre. Mais pour les personnes qui observaient ces modèles, une image difficile à ignorer prenait forme. On aurait dit que des individus avaient été déplacés après avoir cessé de pouvoir bouger par eux-mêmes. L'un des membres de l'équipe a déclaré plus tard qu'il avait eu l'impression de lire un chapitre arraché de tous les livres d'histoire, une histoire jamais racontée en entier. Et pourtant, le sol l'avait conservé. Mais les découvertes ne se sont pas arrêtées là. Tandis que l'intelligence artificielle assemblait toujours davantage de données pour produire une image plus complète des structures cachées, d'autres constructions sont apparues le long de la muraille sans figurer dans aucune archive connue. Au moins 14 installations de ce type ont été identifiées, réparties sur différentes sections. Elles ne correspondaient ni à des tours de guet classiques, ni à des portes, ni à des entrepôts. Pourtant, leur emplacement ne semblait en rien dû au hasard. L'analyse a montré qu'elles étaient disposées à intervalles réguliers, de telle manière que leurs zones d'action se chevauchaient. En stratégie militaire, on parle de champ de vision ou de contrôle superposé, un système dans lequel chaque position couvre les angles morts des autres. Cela signifiait que tout mouvement le long de la base de la muraille, qu'il vienne de l'extérieur ou de l'intérieur, se trouvait en permanence dans la zone d'influence de plusieurs de ces points. L'image qui en résultait était d'une clarté troublante. Il ne s'agissait pas seulement d'une ligne de défense contre des attaques extérieures, c'était un espace contrôlé, une zone dans laquelle tout déplacement pouvait être surveillé et, si nécessaire, stoppé. Et c'est précisément là qu'une question difficile à éviter se posait. Pourquoi une construction supposée protégée serait-elle conçue de manière à restreindre aussi ses propres gens? Les historiens qui se sont penchés sur ces nouvelles données ont rappelé les conditions dans lesquelles la muraille avait été construite. La plupart des ouvriers n'étaient pas volontaires. C'étaient des travailleurs forcés, des prisonniers de guerre, des condamnés et des personnes politiquement indésirables. Pour beaucoup, travailler sur la muraille revenait à recevoir une condamnation à mort lente. Dans ces conditions, la logique de la construction prend soudain une autre forme. L'ouvrage n'était peut-être pas destiné uniquement à tenir des ennemis extérieurs à distance. Il pouvait aussi servir à contrôler les individus enfermés à l'intérieur. Ces fameuses zones de chevauchement n'auraient alors pas été pensées d'abord contre des envahisseurs, mais contre des révoltes. Elles auraient empêché de grands groupes de se déplacer ou de s'organiser sans être repérés. La communication sur de longues distances aurait été rendue plus difficile. Toute tentative de fuite aurait pu se transformer
transformer très vite en piège. La muraille ne serait alors plus seulement une frontière, mais un instrument de contrôle. Aujourd'hui encore, certaines sections de la muraille restent interdites au public, officiellement pour des raisons de sécurité ou de protection de la nature. Certaines de ces zones sont inaccessibles depuis très longtemps, parfois bien avant l'apparition des méthodes modernes d'investigation. Des habitants vivant à proximité racontent régulièrement avoir reçu des consignes précises, leur intimant de rester à distance, de ne pas pénétrer dans certains secteurs et de ne pas prendre d'images. Lorsque des équipes de recherche ont tenté d'examiner précisément ces zones à l'aide de drones, elles ont certes obtenu des autorisations, mais assorties de restrictions étonnantes. Il leur était interdit de descendre en dessous de certaines altitudes. Certaines méthodes de scan n'étaient pas autorisées. Et dans 2 cas, l'autorisation a été entièrement refusée, sans explication. Les données provenant des zones accessibles étaient déjà suffisamment révélatrices. Mais ce qui frappait surtout, c'est que les secteurs interdits se situaient exactement là où les modèles laissaient supposer une prolongation des structures souterraines. Certains scientifiques impliqués dans le projet en ont tiré une conclusion prudente. Ce qui a été découvert jusqu'ici pourrait n'être qu'une petite partie d'un système bien plus vaste, un réseau se prolongeant sous terre, caché sous des portions qui n'ont toujours pas pu être étudiées complètement. Si cela est vrai, alors ce savoir n'a pas été dissimulé par hasard. Il a été protégé délibérément. Cela change aussi l'interprétation fondamentale de la muraille. Officiellement, elle est considérée comme un ouvrage défensif contre des attaques venues du nord, et cela a sans aucun doute constitué une part réelle de sa fonction. Mais les données suggèrent que ce n'était peut-être qu'un aspect d'une réalité beaucoup plus complexe. Les souverains qui ont particulièrement encouragé l'extension de la muraille étaient souvent menacés non seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Lutte de pouvoir régional, tensions sociales, crises économiques et troubles internes représentaient eux aussi un danger majeur. Dans ce contexte, la muraille n'apparaît plus uniquement comme une frontière, mais comme un système d'organisation et de contrôle d'un immense territoire. Elle structurait les espaces, régulait les déplacements et créait des possibilités de surveillance. Les tours pouvaient être tournées vers l'extérieur, mais aussi vers l'intérieur. Les voies ne servaient pas seulement à l'armée, mais aussi à l'administration. Et peut-être, selon certaines interprétations, que les structures souterraines faisaient partie intégrante de ce système. Des lieux qui n'étaient pas destinés au public. Des espaces où l'on cachait du savoir, où l'on isolait des personnes, où l'on contrôlait certains processus. Le fait que certaines de ces zones aient peut-être été protégées par des substances destinées à empêcher toute intrusion ne fait que renforcer cette impression. Au fond, une chose demeure. La Grande Muraille pourrait être bien plus que ce que nous voyons. Un monument qui ne sépare pas seulement, mais qui dissimule aussi. Un système qui ne protège pas seulement, mais qui contrôle également. Et une histoire qui n'a peut-être toujours pas été racontée entièrement. Et c'est précisément à ce moment que l'image globale commence à se transformer de manière irréversible. Car lorsque l'on rassemble tous les indices issus des scans, des analyses et des fragments historiques, une interprétation se dessine, bien au-delà de ce que racontent les manuels. La Grande Muraille n'apparaît plus simplement comme une structure défensive, mais comme un système complexe, remplissant plusieurs fonctions simultanément. Ce qui était visible n'était peut-être que la partie destinée à être vue. En dessous, cachée sous la terre et le temps, aurait pu exister une seconde couche, répondant à une logique totalement différente. Le rôle des ouvriers prend, dans ce contexte, une dimension nouvelle. Ce n'étaient pas seulement les bâtisseurs d'un projet colossal, mais peut-être aussi des éléments d'un système qu'ils ne comprenaient pas entièrement. S'ils ont réellement eu accès à des structures souterraines, s'ils ont travaillé dans des zones qui n'étaient pas destinées à être connues du public, alors une question inconfortable se pose. Qu'est-il arrivé à ceux qui en savaient trop? Les conditions extrêmes et le taux de mortalité élevé étaient-ils uniquement le résultat de l'épuisement et des privations, ou certaines connaissances ont-elles été volontairement ensevelies avec ceux qui les détenaient? Des indices liés à la composition du sol renforcent cette hypothèse. Dans certaines sections étudiées, des concentrations élevées de substances pontantes spécifiques ont été détectées, des matériaux qui, dans l'Antiquité, étaient utilisés de manière ciblée pour empêcher toute intervention. Ces substances pouvaient servir de barrière, non pas comme une arme au sens classique, mais comme un moyen de dissuasion, empêchant l'ouverture ou l'exploration de certaines zones. Cela suggérerait que non seulement
seulement des structures ont été dissimulées, mais que des mesures ont été prises pour s'assurer qu'elles le restent. La technologie, en elle-même, ne fournit qu'une partie des réponses. Elle révèle des formes, des densités, des motifs. Elle reconstitue des espaces et des agencements. Mais elle ne raconte pas d'histoire. La signification de ce qui apparaît ne prend forme qu'à travers l'interprétation. Et c'est précisément là que les avis divergent. Certains chercheurs voient dans ces données des indices de phases de construction inconnues, des extensions complexes mais finalement fonctionnelles d'un système existant. D'autres y perçoivent un réseau intentionnellement caché qui n'aurait jamais été destiné à être découvert. Peut-être que la vérité se situe quelque part entre les deux. Peut-être que la Grande Muraille est fascinante précisément parce qu'elle ne peut pas être réduite à une seule fonction. Elle est le résultat de siècles de décisions politiques, de stratégies militaires et de destins humains. Chaque dynastie a laissé ses traces, chaque époque a ajouté une nouvelle couche. Et avec chaque couche, il est devenu plus difficile de distinguer ce qui relevait du plan initial et ce qui a évolué au fil du temps. Ce qui demeure, en revanche, c'est le sentiment que nous ne comprenons toujours pas pleinement cet ouvrage. Que sous les chemins connus, sous les sections restaurées, sous les points de vue touristiques, il existe encore quelque chose qui n'a pas été entièrement exploré. Pas nécessairement dans le sens de grandes conspirations cachées, mais comme un rappel de la complexité de l'histoire, de ce qui est perdu, de ce qui est couvert et de ce qui ne devient visible qu'avec de nouveaux outils et de nouvelles perspectives. Et peut-être est-ce précisément là qu'il faut s'arrêter un instant. Non pas parce que tout serait soudain prouvé, ni parce que chaque interprétation serait nécessairement juste, mais parce que cela montre à quel point notre compréhension de l'histoire peut évoluer rapidement. Un monument que l'on croyait évident devient à nouveau ouvert aux questions. Et c'est peut-être là sa véritable importance. Non seulement comme une muraille de pierre, mais comme un miroir de l'époque qui l'a vu naître. Car plus on y réfléchit, plus il devient clair que la Grande Muraille n'a jamais été un projet unique. Elle a été un processus étalé sur des générations. Différents dirigeants, différents objectifs, différentes méthodes. Ce qui, à une époque, était conçu comme une défense pouvait, à une autre, être utilisé comme un outil de contrôle. Ce qui représentait une protection pour certains pouvait être une forme d'enfermement pour d'autres. Et c'est précisément cette complexité qui rend si difficile l'idée d'une seule vérité. Les technologies modernes nous rapprochent de ce qui se trouve sous la surface, mais elles ne résolvent pas toutes les énigmes. Elles révèlent des structures là où rien n'était visible auparavant. Elles font apparaître des motifs longtemps cachés, mais elles nous obligent aussi à rester prudents, car chaque anomalie n'est pas forcément un secret. Chaque différence n'est pas une preuve de dissimulation. Parfois, il ne s'agit que de traces du temps, de transformations lentes, d'adaptations sur plusieurs siècles.